émission consacrée à vous, rien qu'à vous, à votre bien-être, vous y aspiriez. Eh bien, Direct 8 l'a fait, 11h midi, une heure matinale où nous apprenons ensemble à mieux vivre, tout simplement. C'est le challenge que nous relevons ensemble chaque matin, du lundi au vendredi, de 11h à midi, émission en direct. Et désormais, depuis hier, vous le savez, émission également en rediffusion de 16h à 17h. Voilà, cours de rattrapage pour les retardataires chaque après-midi. Alors, en choisissant Direct 8 en cette fin de matinée, on peut dire que vous avez eu du nez, puisque l'émission du jour est consacrée aujourd'hui à notre odorat. Alors, sujet passionnant, beaucoup de questions à la clé, car un sens dont on sait finalement que très peu de choses. Or, les odeurs nous parlent. Certaines nous rebutent, d'autres nous ravit et peuvent même parfois nous sauver la vie. Alors ensemble, nous allons sentir, flairer, humer, renifler toutes ces odeurs qui viennent à nous. Mais tiens, comment notre nez détecte-t-il, capte-t-il les odeurs et comment distingue-t-il surtout les bonnes des mauvaises odeurs? Des odeurs d'ailleurs qui fédèrent, mais aussi qui divisent. Comment expliquer que la puanteur des pieds, de la transpiration fait l'unanimité et pas celle du camembert ou du gasoil? À croire que nous ne percevons pas les odeurs de la même manière. Nous en parlons dans quelques instants. À vos côtés, Pierre Laszlo, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur à l'école polytechnique, notamment, puisque vous enseignez dans beaucoup d'universités et vous êtes spécialiste en communication scientifique et notamment l'auteur de ce livre dont nous parlons ensemble en cette fin de matinée. Les odeurs nous parlent-elles? C'est aux éditions Le Pommier. Également à nos côtés, Laetitia Barlerin, une fidèle vétérinaire. Bonjour Laetitia. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors à vos côtés, nous nous intéressons au bien-être de nos amis les animaux. Et alors aujourd'hui au programme, le flair. Plus de 220 millions de récepteurs chez le chien contre 5 millions chez l'homme. Bref, rien ne leur échappe. Oui, et chez le chien, c'est pas n'importe quel chien, ça on le verra aussi puisqu'il y a une histoire de race. Vous savez que nos animaux vivent dans un monde d'odeurs alors que nous vivons dans un monde d'images. Donc c'est très difficile d'appréhender ce monde-là puisqu'ils ne vivent vraiment que par les odeurs ou presque. C'est quand même le sens numéro 1 chez le chien et chez le chat. Donc nous verrons comment ils s'en servent, comment ils se servent aussi des phéromones. Ça aussi, tout un monde. Hormones sexuelles? Oui, les phéromones sexuelles, oui, par exemple, mais aussi d'autres phéromones. Et puis aussi comment on peut développer leur flair. Eh bien, nous en parlerons dans quelques instants. Mais pour commencer, gros plan sur une herbe herbacée qui, elle, ne manque pas d'odeur. Une odeur soufrée qui en fait même sa réputation. Une odeur peu flatteuse qui lui colle à la peau. Il s'agit de l'ail. Et pourtant, l'ail, voilà un allié santé par excellence. Depuis l'Antiquité, l'ail jouit d'une formidable réputation sur le plan médicinal. Aucune plante connue dans l'histoire n'a été autant étudiée, autant utilisée et possède autant de bienfaits que l'ail. Alors l'ail, vous allez voir que c'est un trésor à lui tout seul, un concentré de santé, aliments, condiments, mais également médicaments. C'est bien simple, il soigne, protège et fortifie tous ceux qui en consomment. Il éloigne non seulement les vampires, mais chasse également le médecin, antibiotique, antitumoral, anticoagulant, antibactérien. Vous allez voir, il est tout simplement incontournable. Alors aujourd'hui, tour d'horizon des 1001 vertus médicinales. À vos côtés, Daniel Kieffer, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes naturopathe, alors l'auteur de nombreux livres en matière de bien-être, dont celui-ci, Les cures naturopathiques pour drainer le corps et l'esprit aux éditions Grancher, dont on a déjà parlé ensemble. Alors je le disais, vous êtes naturopathe, une profession dont on entend de plus en plus parler. Concrètement, tiens, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un naturopathe? Un naturopathe, finalement, on va le voir pourquoi. On va d'abord le voir pour rester en bonne santé, pour prendre soin de sa santé, puisque notre vocation première, c'est l'éducation, la prévention, le champ de la pédagogie. Donc apprendre aux gens à bien se nourrir, bien respirer, mieux gérer le stress, bien dormir, être en harmonie aussi avec l'environnement. C'est la première mission, on va dire, de notre corporation. La deuxième étant d'accompagner les processus d'auto-guérison, les processus de régénérescence, chaque fois que c'est possible, et en particulier dans le champ des troubles chroniques. Maladie dite fonctionnelle. On dit souvent que c'est un petit peu l'école de la santé, finalement, qu'on apprend à mieux comprendre, à mieux connaître son corps et à lui donner toutes les potentialités pour justement mieux conquérir ce quotidien. Voilà. Tout à fait ça. J'ai l'impression que c'est un peu l'une des plus belles professions de relations d'aide qui existent, puisqu'on est vraiment au cœur de cette pédagogie et qu'en même temps, on a un rôle d'écoute un peu dans le champ de la psychothérapie, dans le champ de l'écologie et de l'environnement. C'est
probablement, avec les écoles aujourd'hui qui forment près de 200 professionnels par an, une ouverture étonnante dans le champ de la santé publique. Alors c'est vrai que c'est une profession quand même qui aujourd'hui est mal reconnue, mal encadrée. Pour qu'on n'ait pas de doute sur la compétence d'un naturopathe qu'on souhaiterait rencontrer. Qu'est-ce qui pour vous fait la qualité d'un naturopathe? Quel est le discours qu'on est censé attendre d'un naturopathe justement? D'abord du temps, il va vous consacrer du temps et autour de 3/4 d'heure à 1h30 de consultation, c'est un minimum. Il ne va pas poser de diagnostic puisque c'est un acte médical, mais il va faire un bilan de votre santé, de votre vitalité, avec toute une pédagogie sur le pourquoi vous en êtes là, comment vous en êtes là, sur votre terrain, et puis ensuite une remise en cause très détaillée de votre hygiène de vie. Actuellement, c'est par le biais de la FENAMAN, la fédération, ou l'OMNES, qui est notre syndicat professionnel, que les auditeurs pourront trouver les professionnels les plus sérieux. On fait le bilan de santé chez le naturopathe. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que quand on s'intéresse à l'ail, on découvre, vous allez le voir d'ailleurs en cette fin de matinée, que l'ail recèle des quantités extraordinaires de propriétés médicinales. À se demander, finalement, si l'ail c'est un aliment ou un médicament. La confusion est réelle et intéressante puisqu'on parle depuis quelques années d'alicament. C'est bien ce néologisme entre les deux mots qui donne du sens. On est à mi-chemin entre à la fois l'aliment et le médicament. Bien sûr. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, l'ail, comme l'oignon et quelques autres condiments, ont vraiment été utilisés dans des soins et pas seulement en termes de prévention ou de gastronomie. Oui. Alors c'est vrai qu'au quotidien, on mange. Tous les jours, on mange plusieurs fois par jour. C'est un acte qui devient répétitif, finalement, ce repas, parfois banal. Ça perd d'ailleurs de sa saveur et même de son odeur. On en parlera tout à l'heure avec Pierre Laszlo. Justement, c'est l'occasion de rappeler que finalement, en préparant nos repas au quotidien, on prépare aussi notre santé. Expliquez-nous en quoi l'alimentation a une telle influence sur notre capacité à être ou pas en bonne santé. Ça peut être évident, mais on peut le détailler un tout petit peu quand même. Le bon professeur Jean Rostand disait que tout menu est une ordonnance et que tout repas est pharmacodynamique. Ça veut dire qu'il y a dedans une énergie guérisseuse, une énergie de santé. Tout simplement parce que dans une vie moyenne, on va consommer entre 2 et 4 tonnes d'aliments quand même, qui passent par notre tube digestif. Tout ça pour entretenir notre forme. Et qu'aujourd'hui, les chercheurs les plus sérieux vont estimer que, par exemple, 80-90% des cancers sont liés à des troubles de la nutrition ou à des troubles de la pollution. C'est donc énorme. Quand Hippocrate disait que l'aliment soit ton principal remède, c'était ça. C'est toujours d'actualité. Toujours. Voilà. Alors, on va s'intéresser à l'ail, justement. Vous parliez de ces chercheurs. C'est vrai qu'on n'a jamais autant pratiqué d'études sur une plante que l'ail. Comment vous expliquez que les laboratoires, encore aujourd'hui, depuis l'Antiquité, et aujourd'hui encore, les laboratoires s'y intéressent, qu'on soit fascinés par, justement, cette plante qu'est l'ail? Qu'est-ce qu'il y a dans l'ail qui incite autant de chercheurs aujourd'hui à poursuivre, justement, des études scientifiques? Je crois que c'est probablement parce que ça marche et que l'empirisme donne la piste aux recherches scientifiques qui ensuite vont soit imiter la molécule, et ça deviendra la chimie de synthèse, soit la concentrer. Donc, il est clair, on le verra, que l'ail frais est beaucoup plus intéressant que. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'ail, dans sa composition? Parce qu'on connaît son odeur, on connaît la façade extérieure de l'ail. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'ail en lui-même, dans la gousse? Alors, en tant qu'aliment, c'est vrai qu'il y a des glucides, des lipides, des protéines, quelques vitamines, du silicium, c'est intéressant, comme dans l'oignon aussi, on le verra tout à l'heure. Et puis surtout des acides aminés soufrés de la famille glutamine et cystéine, associés donc à des molécules de soufre. Et cette aline, cette molécule qui est dans l'ail frais, hélas, n'est pas stable. Elle se dégrade en allicine, qui, elle, est oxydable. Donc l'oxygène vient le... C'est très chimique. C'est-à-dire que dès lors qu'on coupe l'ail, c'est ça, ou qu'on le râpe, alors l'alliine se transforme en allicine. C'est ça, c'est très chimique finalement. Et ensuite en disulfure ou en trisulfure d'allyle. Donc les molécules qu'on peut retrouver dans des concentrés secs sont infiniment moins efficaces. Même si l'arôme est encore là, on n'aura pas l'impact d'un ail frais. C'est intéressant, c'est que finalement c'est composé de soufre, c'est ce qui a donné la réputation justement odorante à l'ail, mais c'est aussi ce qui fait sa richesse finalement. C'est vrai.
C'est clair. Comme la plupart des aliments soufrés de la famille des choux, des brocolis, des poireaux, des oignons, des échalotes, qui sont aussi très très intéressants. Alors on va s'intéresser justement aux propriétés médicinales et notamment au point fort de l'ail. C'est vrai qu'on le vante, on le vante à outrance cet ail. Est-ce qu'il a vraiment des propriétés médicinales ou est-ce que c'est une réalité ou finalement c'est pour compenser sa mauvaise réputation et pour quand même nous inciter à le manger? Non, non, je crois que là, on a tellement d'études depuis tellement d'années que tout ce que l'on connaissait par tradition a été confirmé, et bien plus, à savoir qu'avant, bon, on pouvait parler de bienfaits au niveau cardiovasculaire. Aujourd'hui, on sait que c'est très précis sur, par exemple, les triglycérides, dont le taux donc, est minoré, tout en augmentant le bon cholestérol, le HDL, tout en faisant baisser le mauvais, tout en luttant contre l'agrégation des plaquettes, c'est-à-dire ce qui fait l'épaississement du sang. Pour baisser le mauvais cholestérol, il faut en manger beaucoup d'ail tous les jours, régulièrement? Une gousse d'ail par jour suffirait si c'était assez régulier, voire 2 à 3 par cure plus intensive. On a aussi des extraits aujourd'hui sur le marché qui sont tout à fait étonnants à partir de CO2 supercritique. C'est une extraction propre. Tout à fait nouvelle dans la biochimie et qui permet de maintenir justement les principes actifs de cet ail frais et d'éviter son oxydation. Parce que justement, alors, pour ceux qui n'aiment pas l'ail pour son côté piquant ou qui ne le digèrent pas ou qui ne supportent pas justement l'odeur de la laine, on vend aujourd'hui, vous savez, des petites gélules, des petites capsules dans lesquelles on retrouve finalement de la poudre sèche d'ail. Est-ce que ça c'est aussi efficace par exemple que si on mange de l'ail cru ou cuit? Non, c'est clair qu'il y a eu hélas des études montrant la concentration des actifs et l'efficacité n'est pas du tout la même. À la limite, avec l'huile essentielle d'ail en capsule, on a un certain nombre de disulfide de diallyle. C'est vrai, ces molécules sont assez intéressantes, mais le spectre d'action est beaucoup moins complet que dans l'ail frais. Alors, propriété médicinale, donc fluidité du sang, c'est ça? Là, il va nous aider à fluidifier le sang. C'est ça, en évitant l'agrégation des plaquettes qui tendent à faire des caillots, des thromboses. Ouais. Activité, alors ça, extraordinaire, antibactérienne. Oui. C'est vrai que ça, à l'approche de l'hiver, ça c'est extraordinaire pour lutter contre les virus, les bactéries. Une gousse d'ail par jour, vous n'aurez pas le nez bouché, voilà. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. C'est d'ailleurs ce que mettaient les médecins de l'Antiquité dans leur long nez, leur long cornet, pour ne pas attraper les maladies de leurs patients. Antibactérienne, voie interne et voie externe. Est-ce qu'on peut le mettre, par exemple, est-ce qu'on peut mettre une gousse d'ail hachée sur une plaie? Non, c'est dermocaustique, c'est agressif. On ne va utiliser l'ail en externe que justement chaque fois qu'il faut détruire, autolyser des tissus comme les verrues, comme les corps ou comme les durillons. Où là, on va couper une petite lamelle d'ail, mettre un sparadrap, et puis en quelques jours, c'est vrai que ça va ramollir et ça va finir par faire tomber. Mais parce que ça nécrose les tissus. Donc il n'est pas question de se faire des onctions à l'ail, non, quand même. Alors, meilleur vermifuge pour justement lutter contre les vers parasites qui se trouvent dans les intestins. Alors ça, il va falloir nous expliquer pourquoi des vers, finalement, vont se développer, vont se retrouver dans nos intestins. Ça, c'est un long sujet à traiter qui parle de la dysbiose. Mais on sort, mais quand même, je sais pas, mais je vous vois. Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant comment on peut retrouver des vers dans nos intestins et ça concerne d'ailleurs beaucoup plus de monde qu'on l'imagine. C'est énorme, puisqu'actuellement, les travaux du professeur Burkel, il y a 5 ans encore, montraient qu'il y avait 4 adultes sur 4 qui avaient une parasitose et 3 enfants sur 5, quand même aujourd'hui dans la population parisienne. Alors c'est vrai qu'il n'y a... Mais il n'y a plus ces grands vers, ces grands ténias. Oui, voilà, oui. Mais maintenant, il y a des populations beaucoup plus mutantes. Parce que finalement, ce n'est pas un apport de l'extérieur, c'est pendant la digestion que ça va macérer, que ça va se développer. Comment ça se passe? Mais notre intestin est l'extérieur du corps. Nous sommes traversés par le tube digestif qui, en permanence, est informé, ensemencé ou perturbé par des germes, des bactéries, des spores, des œufs, des larves que nous mangeons, que nous ingurgitons. Et si le milieu est favorable, c'est-à-dire si le terrain ne se défend pas, à savoir s'il n'y a pas une hiérarchie correcte entre les différentes bactéries saines de l'intestin, eh bien, les mauvaises prennent le dessus. Comme les candidats albicans, les champignons, qui aujourd'hui montent d'une façon spectaculaire, se développent spectaculairement, et puis un certain nombre d'autres bestioles. Alors l'intérêt de consommer de l'ail, parce que là, il va falloir nous motiver, parce qu'il y a les sceptiques, ceux qui digèrent mal, ceux qui n'aiment pas l'ail. Alors, donc, on a dit fluidité du sang, antibactérien, action antibactérienne, antiparasitaire, antimycosique, antifongique, par voie interne aussi. Qu'est-ce qui a été confirmé scientifiquement, justement? Tout ce que je vous dis là est clair, et clairement, on a des références énormes dans toutes les langues.
D'autres actions? Cholestérol, cholestérol, donc Ouais. avec un bon équilibre sur une bonne action faisant monter le bon et baisser le mauvais. Et même une action sur la glycémie, un régulateur de la glycémie comme l'oignon aussi. Alors c'est efficace, justement j'ai repéré un proverbe anglais, manger des poireaux en mars, de l'ail en mai, ainsi toute l'année qui suit, les médecins pourront aller se rhabiller. C'est pas mal, hein? C'est un médicament. On dit tiens d'ailleurs parfois que l'ail c'est le roi des médicaments. Oui, c'est une panacée. Ça a été considéré comme un remède très très polyvalent depuis des années, c'est vrai, des siècles. Est-ce que vous êtes des Oh Laetitia, alors là je vois la moue. Non, L'ail, non? Non, pour nous, ok, mais pour les animaux, non. Je déconseille de donner de l'ail ou de l'oignon, puisqu'on sait que ce sont des toxiques. Alors, on parlait de l'affinité du sang. Justement, chez l'animal, on a un problème sanguin quand il mange de l'ail ou de l'oignon, et on peut très vite provoquer la mort de son chien ou de son chat. Donc, au mieux éviter les petites poêlées d'oignons à donner à son chien, même s'il aime ça, et donner de l'ail, par exemple, pour vermifuger, comme on dit. Non, il y a des vermifuges beaucoup plus efficaces pour le chien et le chat. Mais c'est efficace. En tout cas pour les humains, l'ail est efficace. Oui. Et puis, il faut dire aussi qu'en Allez-y, cuisine, l'ail est absolument fondamental. J'arrive de mon Aveyron, nous sommes à la saison des cèpes, et il n'y a rien de meilleur ces temps-ci que se faire une petite poêlée. Et comme beaucoup d'autres plats, vous mettez une pointe d'ail et cela relève, cela enrichit le goût, l'arôme du plat qui est tellement important pour sa gustation. Alors, mais le problème, c'est qu'il y a ceux qui n'aiment pas l'ail pour son goût piquant, puis il y a ceux qui l'aiment mais qui ne le digèrent pas et donc qui ne le mangent pas. Comment vous expliquez que finalement nous soyons parfois résistants à certains aliments? Par exemple, le concombre, les poivrons sont souvent des aliments que l'on a du mal à digérer. Comment vous expliquez justement cette intolérance? Des petits déficits enzymatiques très ponctuels, très particuliers, qui sont rares, mais dans ce cas-là, il ne faut pas insister. Non, si le corps dit non, je pense que c'est... C'est le génome qui dit non. Voilà. Est-ce qu'on peut le rendre plus digeste alors, à défaut? Plus digeste. L'ail. Probablement en l'associant à des produits riches en chlorophylle. Comme le persil. Les taboulés libanais, par exemple, qui sont bourrés de persil, là, permettent en effet de neutraliser une bonne partie des principes aromatiques sulfurés. Ouais. Puis peut-être, en cette période automnale en général, dans l'ail pousse le germe, là, un petit germe vert. Oui. C'est peut-être ça aussi qu'on a du mal à digérer en général. On oublie de le retirer, mais il faut le retirer absolument. Vrai, toujours, oui. Ce n'est pas qu'une tradition, ça se digère beaucoup moins bien, en effet. Alors, est-ce que toutes ces propriétés sont propres à l'ail ou appartiennent à tous les membres de la famille des liliacées, à savoir les poireaux, les oignons? Est-ce qu'on reconnaît justement à toute cette famille toutes ces propriétés que l'on reconnaît, dont on a parlé concernant l'ail? Il y a les propriétés du soufre et les composés soufrés qui vont tous être intéressants au niveau même bronchopulmonaire, articulaire, cutané. Bon, mais pour l'ail, c'est la famille en effet ail, oignon, échalote, où là on a vraiment le plus de points communs. La consommation régulière de ces produits, qui est très très présente dans la cuisine méditerranéenne, fait sûrement partie des bénéfices secondaires qu'on observe au niveau cardiovasculaire et au niveau de la santé en général, oui. Alors le seul et vrai reproche, il y en avait un à faire à l'ail finalement, c'est son odeur. C'est vrai, alors comment continuer à déguster l'ail sans en faire profiter finalement l'entourage? C'est ça le problème, c'est qu'on a plaisir à le manger dans l'instant, mais c'est vrai que c'est après, quoi. Ça laisse quand même une odeur très forte. Il y a des petits trucs, alors chacun va essayer, ça ne marche pas chez tout le monde. Il y a le grain de café qu'on peut mâcher après, il y a les graines d'anis, les graines de cardamome, il y a l'huile essentielle de menthe, une petite trace sur la langue. Et puis ce côté chlorophylien, encore une fois, beaucoup de chlorophylle. Il y a des extraits de chlorophylle maintenant aussi en gélules qui vont neutraliser 90% de l'ail. C'est difficile parce que même quand on coupe l'ail, alors je sais pas, mais alors 2 ou 3 jours après, on a beau se laver les cheveux, le corps, les mains, il y a toujours cette odeur qui résiste. Parce que les principes aromatiques repassent par le poumon. La laine ne vient pas de l'estomac, mais des poumons. Et c'est l'une des fonctions du poumon de parachever l'oxydation de tout ce qui n'a pas été bien métabolisé par le foie. Donc c'est logique. Alors justement, tiens, Pierre Laszlo, vous avec lequel nous allons parler des odeurs aujourd'hui, comment vous expliquez que l'ail ait cette odeur si volatile? C'est ça, en l'occurrence. Parce que les molécules dont il s'agit, dont Daniel Kieffer nous a parlé, aline et allicine, sont 2 petites molécules. Et donc, étant petites, elles sont très facilement
vaporisables, elles sont très volatiles et par conséquent, la concentration peut en être importante. Qui dit concentration, dit population de molécules, et ce sont ces populations extrêmement nombreuses de molécules qui viennent nous stimuler les récepteurs que nous avons dans le nez, les récepteurs d'odeur que nous avons dans le nez. Alors on va parler justement de ces odeurs. Les odeurs nous parlent-elles? C'est votre livre aux éditions Le Pommier. Alors c'est vrai qu'on prête finalement peu d'attention aux odeurs. On remarque d'ailleurs souvent d'ailleurs à tort, les mauvaises odeurs, comme si l'odeur était finalement quelque chose de très basique. On parle même de vulgaire odeur. Et pourtant, quand on lit votre livre, on s'aperçoit que l'odeur est beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît. Alors comment se crée une odeur? Qu'est-ce que c'est, tiens, une odeur? Comment se matérialise-t-elle? Une odeur, c'est une émanation de la matière, de toute matière. Par exemple, ici, nous avons ce bouquet de fleurs qui flaire. Ça sent force en général. Celle-ci pèse énormément et ça fait partie des plaisirs de l'hiver, n'est-ce pas, que de s'acheter des fleurs de manière à avoir ce plaisir de l'odeur qui nous rappelle la belle saison, qui nous rappelle le printemps. Il y a d'autres odeurs agréables. Ce sont les arômes alimentaires, comme ceux de fromage. Nous parlions à l'instant de l'ail et vous demandiez comment consommer l'ail. Je vous recommande le gaperon, qui est un fromage à l'ail. Il y en a d'autres. Et pensez simplement dans la langue courante à tous ces mots pour décrire les odeurs. On parle d'odeur, on parle de senteur, on parle de parfum, on parle de fragrance, on parle de puanteur. Il y a ainsi tout un vocabulaire des odeurs qui montre bien qu'il s'agit d'un langage, qu'il s'agit d'un langage qui nous parle, qu'il s'agit d'un langage qui nous rappelle des souvenirs, des bons souvenirs le plus souvent, mais aussi des mauvais souvenirs lorsqu'il s'agit d'une puanteur, de quelque chose qui schlingue, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire que l'odeur, c'est ce que vous dites dans votre livre, c'est vraiment un langage. C'est-à-dire comme on apprend à déchiffrer les syllabes, les mots à l'école, on apprend aussi à décoder et à décrypter les odeurs.